bon, mais que là, il me l'affichait pas. Ok, c'est pas grave. Allez. Je l'ai mis à la fin. Oh là là là. Oh le Et bordel. que de surprises aujourd'hui. Que de surprise. Ah, c'est pas grave. Oui, là, je sais pas si on est en live, etc. Je vois un mail qui me dit que oui, et oui. Par contre, on ne nous voit pas, encore une fois. Faudrait que j'envoie un petit mail à Riverside. C'est pas grave. Parce que c'est un épisode spécial. C'est un épisode de Monsieur Série and Friends qui n'était pas prévu. Parce que normalement, aujourd'hui, c'était phase B. Et oui. Mais, il s'avère qu'entre l'enregistrement de la semaine dernière et aujourd'hui, notre invité ici présent, Guillaume Nicolas, de son nom et prénom, donc du podcast C'est le moment, entre autres, que je vous conseille de vous abonner et d'écouter. C'est des formats beaucoup plus courts que nous. Ah ouais, c'est vachement plus facile à écouter. Une saison complète de ton podcast, globalement, c'est même un pas la moitié épisode. d'un épisode. Ouais, à peu près, ouais. Donc c'est très bien. Nous, on n'y arrive pas. On n'y arrivera jamais et c'est comme ça. Il faut Oui, qu'il mais y ait des je suis tout personnes seul, qui c'est fassent plus des... facile. Oh, tu sais que même tout seul, moi, je fais des épisodes d'une heure, alors. Mais bon, voilà. Donc, monsieur a mis un tweet qui partageait un article du Hollywood Reporter. Donc, c'était début du mois, vers je crois le 2 ou le 3 avril, je sais plus exactement. Où, en gros, le titre, c'était I'm scared. Voilà, c'était une scénariste qui était vraiment flippée de l'avenir, justement, des pilotes et des séries télé. On en reparlera en détail dans un débat. Merci d'avoir accepté l'invitation un peu à l'arrache. Merci Mais à vous. c'est un sujet absolument important. Je crois qu'on en a déjà un tout petit peu parlé dans certains épisodes, mais là, je pense que c'est vraiment là, c'est un moment de crise. Et pour m'accompagner, il y a Elodie Bonsoir. et Olivier. Salut. Donc, j'essaie de retrouver, parce que je l'ai perdu, l'article, je l'avais ouvert, et je l'ai perdu, évidemment. Mais avant tout ça, justement, pour essayer de le retrouver, qu'est-ce que vous avez regardé ces derniers temps? Elodie, ça fait un moment qu'on ne t'a plus eu. Ça fait un bail. Rapidement, j'ai regardé The Devil's Hour. Je sais pas si vous... Il me semble qu'on en avait déjà parlé ici. C'est pas le nom Mais, d'une bière, ça, Devil Sour? peut-être, oui. C'est C'est possible. pas pareil, mais voilà. C'est peut-être moins fun la série. Mais voilà, sur Amazon avec Capaldi, c'est impossible à résumer. C'est des espèces de. Il y a un truc qui se passe avec le temps, il y a un truc qui se passe avec des gens qui meurent, mais ça se regarde assez rapidement parce que je crois que c'est genre pas beaucoup d'épisodes, c'est 6 épisodes, mais de 52 tombe bien. minutes. Et. Une Et, mini-série, une de plus. C'est ça, je rajoute du Du bois, sel, s'il vous voilà. plaît. Et en fait, non, c'est le genre de série où il faudrait pas que ça dure trop longtemps, sinon ton cerveau explose. Mais voilà, pour ceux qui avaient peur de commencer la série en se disant je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose, parce qu'en général, les trucs qui se passent dans des boucles temporelles et compagnie, on se dit oh là là, ça va finir en autre boudin. Et en fait, non, ça va. Il y a Ou une... ça finit annulé en bout de 2 saisons. Bah là, c'est une N'est-ce pas, mini-série, donc. Code Quantum. Ouais, c'est ça. Mais là, du coup, la fin est satisfaisante, donc ça va. Et outre les autres trucs que je continue, j'ai regardé en pas très longtemps Zootopia Plus, qui se regarde très très vite. Oui, non, mais j'ai toujours 3 ans de retard, moi. Oui, Mais, c'est vrai, j'oubliais. mais sachant que j'ai jamais vu le film, qu'il faudrait que je le regarde un jour, j'ai quand même attaqué la série. Alors, pour vous dire... Alors, ça se regarde encore plus rapidement, parce que c'est des épisodes de même pas 10 minutes, et il y a 6 minutes 6 de épisodes. générique. Voilà. Et 6 minutes de générique. Oui, c'est ça. C'est le format Disney+, où en gros ton épisode il dure 3-4 minutes et puis le reste c'est le générique de fin avec tout. Oui, mais c'est comme toutes Groot les et langues. tout ça là. Mais en vrai, c'est cool parce que moi qui ai jamais vu le film, je vois à peu près, mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir vu le film pour regarder la série. C'est des petits sketchs indépendants et à chaque fois, c'est une parodie. Ouais. T'as Rush Hour, t'as The Real Housewives et tout ça. Et c'est vraiment premier degré, c'est très drôle. J'ai vraiment éclaté de rire devant mon écran. Sache que le film est très drôle. Mais je sais, il faut que je le regarde, mais j'ai pas le temps. Ouais, Et, le film est très sympa, vraiment. Ça a été une bonne surprise. Bah, je vais m'y mettre, et en plus, ce qui est bien, c'est que même si de prime abord, c'est quand même à destination des enfants, en vrai,
Il y a quand même une petite pensée pour les gens pas enfants, puisqu'il y a plein de blagues quand même qu'on se dit que les enfants passent à côté, mais pas nous. Et c'est pour ça aussi que c'est très drôle. Donc voilà, petite recommandation. Et voilà. Ok, très bien. Et toi, Guillaume? Alors moi, je regarde Bones parce que j'adore l'actualité. C'est Tu étonnamment... vois, il le dit. C'est bon, il est Voilà. plus en retard. Oui. Je suis encore plus en retard. Étonnamment, c'est une série que j'avais pas vue à sa diffusion en direct, alors que je suis quand même un très gros consommateur de séries policières. Et celle-ci, pour une raison que je ne m'explique pas, j'étais passé à côté. Donc depuis fin de l'année dernière, j'ai commencé un watch, même pas un rewatch, du coup un watch. Et j'en suis à 9 saisons maintenant à peu près. C'est un vrai bonheur. C'est typiquement le genre de série que j'apprécie particulièrement. C'est un formula show, un épisode, une enquête. Ça fonctionne bien grâce à l'alchimie des personnages. Au bout d'un moment, on reste en fait pour cette notion de série de troupes où finalement on est entre la sitcom et le drama familial quelque part, avec un petit peu d'enquête de temps en temps, histoire quand même de saupoudrer le tout, et ça se regarde avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Ok, très bien. C'est vrai que Bones, je crois que j'ai dû voir quelques épisodes comme ça et là, mais effectivement, c'est pas une série que j'ai forcément voulu commencer. Je pense que c'est Angel là, qui a fait genre non. Moi, je suis un gros fan de David Boreanaz, donc tout va bien. Ouais. Je suis content. Mais c'est trop peut-être bien, que c'est Bones. pas. Ouais, mais à l'époque, j'étais plus du côté les experts CSI ou Ah oui, bah, moi Ah ouais, ou c'est esprit pas du tout la criminel, même quoi. ambiance, quoi. Ouais, moi aussi. Bah, C'est- esprit criminel et ouais, bon, Bones peut-être, voilà, ça, mais c'est Non, beaucoup plus léger, Bones, c'est quand beaucoup même. plus comédie en fait. Ouais. Même si, alors ce qui est rigolo, c'est justement ce côté un peu paradoxal. C'est une série qui est ultra gore, c'est-à-dire que toutes les séquences pré-génériques, c'est absolument dégueulasse. On voit vraiment les corps en décomposition de la pire manière possible, et ils en jouent énormément, mais ça reste une série très drôle. oui, donc, bah, peut-être que ça va commencer. Tu le regardes sur quoi? Je sais pas si tu l'as dit. Disney+. Disney+. Je vérifie si en Belgique on doit l'avoir. Oui, normalement aussi. Comme il y a des différences. Comme il y a Oui. des différences. Mais En c'était général, Fox. c'est plus à notre défaveur que. Ouais, c'est plutôt dans l'autre sens, en général, c'est vrai. N'oubliez pas, nous avons Golden Girls, toujours. Vous l'avez toujours pas. Non, mais nous, on n'a rien, nous. Enfin, Ça, je comprends pas. J'arriverai jamais à comprendre. Bref. Surtout que c'est pas diffusé ailleurs, donc Ouais, mais c'est peut-être acheté par quelqu'un d'autre. qui se le garde garde. dans son petit tiroir secret. Mhm. Exactement. J'ai les Golden Girls dans un tiroir. Ah bah maintenant, pour certaines, elles peuvent y contenir, hein, de toute façon. Hein. Cette violence. C'est drôle Moi, ça parce faisait que c'est longtemps que vrai. j'étais pas venue. Elle recharge ses batteries. Et Olivier, toi de ton côté, du coup. Oui, bah moi j'ai pas vu beaucoup de choses différentes depuis la dernière fois. J'ai surtout avancé dans The Split, qui rentre totalement dans notre débat de tout à l'heure, puisque c'est vraiment une série, je trouve, qui en avançant resserre un petit peu son point de vue, et puis surtout commence à épouser un peu plus des thématiques, on va dire, contemporaines, en fonction des années où les saisons sont faites. Donc je trouve ça plutôt pas mal, parce que on est en train de petit à petit enlever tout le point de vue des hommes dans la série. Moi, quand on s'est vu la dernière fois, j'étais fin de saison 1, et là j'en suis au milieu de saison 3, donc la dernière saison en date. Et entre-temps, tous les points de vue masculins ont été évacués, et la série a pris vraiment son identité dans le fait de voir tous les couples du point de vue féminin, en fait. Donc c'est du point de vue des trois sœurs et de la mère. Oui. Et surtout, les clients sont devenus que des clientes. Du coup, puisque je rappelle, dans The Split, les trois sœurs et la mère sont avocates de la famille, donc elles traitent des divorces, mais elles traitent aussi de plein d'autres sujets justement qui arrivent, parce qu'en fait, en première saison, c'était vraiment que du divorce. En saison 2 et saison 3, ça se diversifie un petit peu, et notamment il y a la mère porteuse, il y a des choses comme ça qui arrivent, parce qu'en fait, avocat de la famille, c'est pas que les divorces, c'est aussi rédiger des contrats sur les mères porteuses, sur plein de choses en fait. Et donc c'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir ça du point de vue uniquement féminin en fait.
Et je trouve que la série prend une vraie originalité là-dedans et a trouvé son vrai point de vue. Et pour moi, en tant qu'homme, c'est vraiment intéressant à voir parce que c'est une autre façon de voir le couple, c'est une autre façon de l'appréhender. Et du coup, enfin, moi, je trouve ça de plus en plus passionnant parce qu'on rentre dans des choses de plus en plus complexes. Et voilà, donc c'est une série qui, au fur et à mesure du temps, se développe, regarde un peu ce qui se passe autour d'elle et essaie de prendre la mesure du temps qui passe et des thèmes qui arrivent. Donc voilà un bel exemple de série que j'ai envie de voir sur le long terme parce que je pense que c'est une série qui peut m'accompagner à la fois dans ses personnages, mais à la fois dans ce que vit la société en général. Donc très intéressant, c'est à voir sur Arte. Sinon, je continue toujours Reservation Dogs, mais ça, je vous en parlerai encore une fois plus en détail. Mais chaque épisode qui passe, c'est une tuerie. Enfin, je sais pas où est-ce qu'ils vont s'arrêter. J'aime tellement cette série, c'est absolument magnifique et ça me brise le cœur qui termine. Qui termine là parce que franchement c'est pareil quoi. Enfin là ils ont amené un nouveau personnage qui est en fait un point d'entrée vers tous les autres personnages qu'on a connus jusqu'à maintenant. Et ce personnage il est absolument magnifique. Et en fait c'est là où je me dis mais en fait cette série elle serait elle pourrait continuer des années et des années parce que en fait ils sont tellement intelligents qu'ils arrivent à relier plein de nouveaux personnages aux anciens personnages. Mhm. Et donc je vois pas du tout ce qui pourrait les arrêter quoi. Donc à part le fait que ce soit pas prolongé mais donc voilà c'est vraiment une série qui est d'une grande qualité. Il y a un épisode justement sur l'enfance de ce nouveau personnage qui se passe dans les années 70 et où il y a de la musique. Enfin, c'est pareil, je trouve qu'ils vont chercher dans des entre guillemets classiques de la musique des années 70, mais en fait c'est des classiques oubliés et c'est des choses qu'on écoutait à l'époque, que tout le monde écoutait à l'époque, mais qui n'ont pas passé le cap du temps et c'est génial parce que ça nous fait écouter des nouveaux sons, ça nous fait écouter des nouvelles choses et en même temps l'histoire est magnifique et drôle en plus et donc voilà donc c'est toujours un grand bonheur de regarder cette série. J'essaie de la regarder vraiment épisode par épisode parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc voilà. Et puis sinon, j'ai commencé un rewatch de Buffy contre les vampires. Donc The Vampire Slayer dans son titre original. C'est assez cool parce qu'en fait, je les avais vus dans l'ordre à l'époque quand ils étaient diffusés sur. Là, tu fais un rewatch dans le désordre juste pour sur, sur M6 mais en fait je les avais pas revus dans l'ordre depuis et ouais. parce que en fait j'ai vu des épisodes par-ci par-là, à chaque fois que je tombais dessus je me disais je restais accroché, je regardais l'épisode mais j'avais jamais pris le temps de regarder dans la continuité et c'est assez génial parce que honnêtement euh, autant le double épisode pilote m'a laissé un petit peu sur ma faim enfin bon il y avait des problèmes de rythme des choses comme ça mais on a l'habitude avec les pilotes parce que c'est toujours un peu le cas mais par contre la magie de la série c'est qu'à partir de l'épisode 2 tout est en place quoi et les intrigues elles sont bien dès le début. J'en suis à l'épisode 11 de la saison 1 et honnêtement c'est banger sur banger quoi. C'est chaque épisode est mieux que le précédent. Donc il y a j'ai l'impression que c'est des personnages qui sont là depuis 15 ans, que je les suis depuis énormément de temps, enfin ce qui est le cas, mais en vrai si on découvre la série pour la première fois, on n'a aucun problème à rentrer dans leur univers, à rentrer dans leur psyché, je les aime tous ces personnages-là, quoi. Donc et vraiment, je trouve que il y a une qualité d'écriture qui fait que chaque sujet de chaque épisode est complètement différent de l'épisode précédent.
qui est assez fou, quoi, parce que il y a, je sais pas combien il y a d'épisodes par saison, mais ça doit être une vingtaine. Et La première saison est plus courte, elle fait 13. Et après on est à 21, 22 par saison à peu près. ouais, et en fait, moi, j'ai pas vu les 12 premiers épisodes, 11 ou 12 épisodes passer parce que, enfin, chaque épisode, je me dis, ah mince, c'est déjà fini, quoi. C'est ce qui m'arrive quand même relativement rarement dans les séries actuellement. Donc non, je trouve qu'il y a vraiment une belle gestion du rythme, une belle gestion des personnages. Euh, et vraiment, je comprends que, enfin, en regardant ça, je me dis, bah oui, oui, c'est normal que ça ait marché, que ça ait cartonné à l'époque, parce que c'est vraiment très, très, très bien écrit. Je veux dire, en saison 1, il y a quand même des trucs sur en gros, l'intelligence artificielle, avec l'épisode sur, c'est Morlock qui s'appelle, Moloch, Ouais, il me semble. enfin, je veux dire, c'est un épisode qui n'a pas pris une ride, à part le fait que les ordinateurs Oui, ça. font 70 000 kilos, mais globalement, on referait le même épisode maintenant, on n'aurait rien à retoucher à part la technologie. Mais dans le fond, c'est exact. Enfin, je trouve que c'était absolument visionnaire de ce que pouvait être Internet, ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que c'est pas non plus une série qui dit ah, Internet c'est nul, machin. Non, il montre aussi les bons côtés d'Internet, mais il montre aussi les dérives possibles que on voit actuellement, quoi. Donc C'est c'est un épisode sur le catfishing avant qu'on sache ce que c'est que le catfishing. non, mais c'est ça. C'est enfin moi je regardais le truc, je l'ai vu hier ou avant-hier. Je me suis dit mais waouh, les mecs, comment ils pouvaient savoir à l'époque c'est du 56K tout pourri et comment on pouvait imaginer que ça allait devenir ça, quoi. Enfin je trouve il y a vraiment c'est des gens qui avaient un vrai regard encore une fois sur la société et qui arrivaient à se projeter et leurs projections se sont avérées plutôt exactes. Donc voilà, donc en vrai, il y a quelques costumes qui pêchent un peu, mais, mais dans le propos et dans la manière de dérouler l'histoire, c'est extrêmement moderne quand même, hein, encore. Ok, très bien. Et ça aussi, c'est sur Disney+. De toute façon. C'est ça, exactement. Donc moi, de mon côté, comme je disais juste avant qu'on commence à enregistrer, mais là, j'ai recommencé en compagnie de ma femme The Rookie, qui est c'est un procédural un peu plus récent que Bones, mais dont le nombre d'épisodes est à peu près aussi voilà de la vingtaine. Ça c'est toujours un plaisir. Le truc c'est que comme j'avais pas revu la première saison depuis sa diffusion au départ, j'ai encore redécouvert des trucs et puis de temps en temps j'avais des flashs genre ah merde je sais ce qui va se passer et le ah merde je sais ce qui va se passer m'a grillé à un certain moment, je ne spoilerai pas pour ceux qui ne l'ont jamais vu, à un moment très charnière dans dans cette saison À côté d'une piscine. à côté d'une piscine exactement, où quand j'ai vu la piscine j'étais là je suis et elle m'a dit il va se passer un truc, je fais Non. alors j'ai essayé de faire poker face. C'est le pire en fait. C'est le pire. Bon après voilà, ce qui s'est passé l'a quand même fortement choqué. C'est vrai que la première fois que c'était arrivé au moment de la diffusion, je m'y attendais absolument pas et C'était je l'ai une revu, je série fais, si légère avant. ah oui c'est ça, jusque là bon. Et là ça a pris une tournure et surtout le trauma de l'époque a refait surface d'un coup. Donc et je sais qu'il y en a un autre qui va arriver en saison 2 en plus, c'est ça le pire. Oui. Oui, oui. On dit que Game of Thrones a tué plein de personnages, mais The Rookie en a fait autant. Hein. Oui, et puis bon, il se débarrasse de certains personnages qui sont partis sur une ligne de dialogue. Oui, elle est partie parce qu'elle a changé de métier. Voilà. Oui, on avait Allez, commencé ça à passer dégage. le départ de l'actrice, il n'y avait pas trop le choix. Quoi. Ouais, avec Talia Bishop, Ouais. c'était voilà, un peu compliqué. Et sinon, j'ai pas encore vu grand-chose, j'ai vu qu'un seul épisode, mais c'est une nouvelle série. C'est Elsbeth, qui est un spin-off de The Good Wife et The Good Fight. Je n'ai pas vu The Good Fight, je n'ai pas vu The Good Wife, mais Ah l'affiche et l'actrice, je fais oh, j'essayerais bien. Et puis en fait, je me suis dit, Ah bah ouais. ah, mais c'est Columbo, mais écrit par les Kings, en fait. Et donc, c'est drôle. Les flics sont Tellement un très très cons. demi-mètre.
les flics sont très cons. Elle est absolument. Elle est géniale. Elle est géniale, elle est drôle, etc. Donc le personnage, je ne connaissais pas. Et c'est une relecture, selon moi, d'un mélange de Sherlock Holmes et de Columbo, mais vu par le couple King. Donc je pense que voilà, juste comme ça pourrait vendre la série à beaucoup de personnes. Déjà, de toute façon, je pense que tous ceux qui ont regardé The Good Wife et The Good Fight... Oui, on a tous envie de voilà. voir ce que ça va donner, parce que c'est vraiment des personnages qu'on aime tous. Venant d'une personne qui n'a pas vu les 2 autres séries qui rentrent dans l'univers The Good quelque chose, ça marche très bien. On n'a pas besoin de les avoir vus pour autant. On a forcément peut-être pas tout le background, etc. Mais globalement, ça se regarde bien. Ce qui était déjà le cas avec The Good Fight, parce que moi j'ai commencé avec The Good Fight et j'ai ensuite basculé sur The Good Wife. Donc ils arrivent justement, ils sont assez bons pour ça. Ils arrivent à transcrire un univers tout en ne laissant pas les gens qui ne sont pas dans cet univers-là de côté, quoi. Donc ça fait quand même vraiment bien plaisir, parce que j'ai vraiment hésité. C'est juste, j'ai vu l'affiche, je l'ai trouvé drôle. L'affiche, en fait, c'est elle. C'est elle avec l'espèce de truc en mousse de la Statue de la Liberté qui regarde un peu comme ça penché. Je fais, j'aime déjà bien la composition de cette image. Mais en fait, les Kings, ils ont leur spécificité, c'est de créer des personnages en très peu de temps. Et notamment les juges qui sont dans The Good Fight et The Good Wife, c'est des personnages qu'on voit très peu, et pourtant dès qu'on les revoit, on sait qui ils sont, parce que ils ont réussi à le croquer en 2-3 séquences, et on sait c'est des personnages qui restent en mémoire, et en fait ils pourraient faire quasiment un spin-off à chaque personnage, parce que chaque personnage est pensé, chaque personnage a un truc en plus par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans les séries. Et du coup, moi j'ai envie d'avoir un spin-off sur certains juges, j'ai envie d'avoir un spin-off sur certains greffiers, j'ai envie d'avoir, enfin c'est un truc de fou. C'est un univers qui est tellement riche qu'en fait ils pourraient faire des spin-offs de n'importe quoi dans la série. J'achète, moi. Et donc, juste parce que j'ai oublié de le dire, donc en fait, donc Elsbeth Taccioni, elle était donc avocate à Chicago, et là, elle débarque en fait à New York, et en fait va aider à régler des cas criminels à New York, et la police. Mais vraiment, c'est le truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que vraiment les flics, ils en touchent, mais alors absolument pas une. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je pense qu'il y a un petit message passé par là. Et de ce que j'ai vu, donc c'est CBS et Paramount Plus, mais apparemment en France, c'est pas Paramount Plus, parce que c'est TF1 qui va s'en occuper. Oui. Voilà. Comme ça, bon, je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça peut être bien, comme ça peut être une catastrophe. Ça dépend comment ils vont le diffuser. C'est surtout ça le problème. Mais bon, comme ça, c'est peut-être plus facile d'accès aussi. Ouais, il y a soit TF1 série film, soit TF1 plus, quoi. Plus, ouais. Voilà. Donc en tout cas, c'est CBS et Paramount Plus. L'avantage par rapport à Evil, où c'était TF1 aussi qui avait pris les droits, et du coup on a dû attendre des plombes et des plombes et des plombes avant que ça arrive sur une autre plateforme, pardon. C'est que cette fois-ci il y a TF1 plus, quoi. Donc avec un peu de chance, ils vont peut-être en faire un peu leur série phare, comme ils avaient fait avec l'autre série Columbo, là, j'ai oublié le nom déjà. L'autre série Columbo. Ouais, de Ryan Johnson. Ah oui, Poker Face. Poker Face, voilà, pardon. Le nom m'a échappé, donc peut-être qu'avec un peu de chance, ils vont s'en servir un peu comme figure de proue, comme ils avaient fait avec Poker Face. Bon, peut-être, effectivement, ouais. À voir effectivement. Bref, tout ça pour nous amener vers des séries comme ça, un peu au long terme, parce que globalement, je pense que niveau nombre d'épisodes, on n'est pas forcément parti sur des épisodes avec Elsbeth. Je pense qu'on aura un petit peu plus. C'est 13 en général, le nouveau format des Kings, c'est 13 en général. Soit Evil ou The Good Fight. Ouais, puis cette saison est un peu particulière, puisqu'elle a commencé qu'en mois de janvier, ou voire un tout petit peu avant, à cause de la grève des scénaristes et des acteurs. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile cette année de se dire on va avoir des saisons longues. Non, elles vont faire 13-15 épisodes grand max toutes. Oui, quand il y en a qu'on doit avoir 13 épisodes, voire un seul épisode déjà.
Parce que justement, le sujet, il est là. C'est que donc l'article que tu partageais donc dernièrement, qui était donc sur The Hollywood Reporter, le titre c'est I'm Scared, Why It's a Brutal Time to be a TV Writer, et c'est un article de Emily Chivers, enfin des propos repris par Leslie Goldberg, qui est très connue justement chez Hollywood Reporter, de la scénariste Emily Chivers, qui a travaillé entre autres sur Legends of Tomorrow, des compagnies You Keep, qui n'a pas eu beaucoup de chance non plus là-dessus, et qui globalement elle a commencé sa carrière assez tard, parce qu'elle a commencé en 2020. Puis, c'était pas forcément une bonne période pour être scénariste, 2020, rappelez-vous. C'était compliqué. C'était un peu compliqué. Et puis, sorti de tout ça, qu'est-ce qui est arrivé? Une grève des scénaristes et des acteurs, etc. On est sorti quand même après 117 jours, je crois, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, à peu près 3 mois. Et là, on se retrouve avec on le sait depuis un moment, c'est que chaque année, avec toutes les chaînes, bon maintenant il y a CW qui n'est plus là, mais avec toutes les chaînes, tous les streamers, etc., on a plein de séries. On a dépassé ce qu'on appelle le peak TV, c'est-à-dire qu'on produit beaucoup pour des résultats qui sont pas toujours top, et cette bulle devait éclater à un moment donné. Et là, globalement, depuis la grève des scénaristes, je pense que cette bulle, elle a bien éclaté, avec les retombées qui commencent à arriver tout doucement. C'est-à-dire que on est passé de je sais plus combien de pilotes, c'était une centaine de pilotes qui étaient commandés en moyenne, à maintenant, ça se compte sur les doigts d'une main. Au total, quoi. C'est vraiment très peu. D'autant plus que, comme je disais, CW n'est pas là, et CW était quand même une chaîne qui commandait énormément de pilotes. Surtout pas pour à en des faire grand-chose. débutants, en fait. C'était ça l'avantage. Voilà. Effectivement. Et donc là, l'article, ce qu'il dit en gros, je vous laisserai lire parce que je ne vais pas vous le résumer, c'est que tout le monde est un peu plus qu'effrayé. Il y a des personnes, des showrunners, etc., qui se disent je vais reprendre un boulot de bartender ou de barista ou un boulot sur le côté, parce que là, globalement, j'arrive plus à subvenir à mes besoins et à joindre les deux bouts. Donc c'est vraiment compliqué, et c'est devenu vraiment là la loi du pas du plus fort, mais de celui qui a le plus de connexion. Pour celui qui a un peu de chance. Tout le monde est un peu dans le même cas, à part les grands noms. Je pense que je l'ai pas mal résumé. J'essaye de le résumer comme ça, mais vraiment à lire l'article, c'est édifiant. Et donc toi, Guillaume, tu as partagé tout ça en partant d'un constat justement qui est le nouveau format des mini-séries, entre autres. Des formats un peu différents sur les plateformes de streaming. Donc je te laisse présenter un peu tout ça. Oui, alors en fait ce qui se passe actuellement, c'est qu'effectivement le nombre de séries, elle commençait cette année à diminuer par rapport à l'année dernière. Donc effectivement la bulle, a priori, a éclaté. En partie aussi à cause de la grève, effectivement. Et donc c'est depuis maintenant 2 ans, on voit quand même une multiplication des mini-séries, puisque étant donné qu'il y a de plus en plus de séries et que le temps n'est pas compressible, il faut retenir les gens autant qu'on peut, et on les retient davantage avec des nouveautés qu'avec des longs formats maintenant. Et pour les scénaristes, qui avant, sur une télévision de network où on faisait des séries de 22 épisodes, ils avaient à peu près du boulot 9 mois dans l'année. Aujourd'hui, avec les mini-séries, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ils travaillent 2 mois, 3 mois grand max, et donc une série ne suffit plus à leur permettre de vivre. Et c'est notamment là-dessus qu'ils sont obligés maintenant de reprendre des side jobs à côté, parce que avant, c'était déjà pas forcément évident, mais on arrivait à trouver une série, on s'installait dans une writer's room avec 15 personnes qui y bossaient, et on avait du boulot pendant 9 mois. Là, maintenant, les writer's rooms, elles sont de plus en plus petites, donc du coup, ça fait moins de place, moins de temps, donc forcément, moins de jobs. Et donc ça, c'est pour la partie scénariste, qui effectivement, nous, on s'en rend pas compte forcément en tant que spectateur, parce que ça nous revient pas directement dans la face quand on regarde une mini-série. Mais ce qui est en train de se produire, c'est qu'effectivement, on est en train de perdre une grosse partie de la télévision classique de network en réponse aux plateformes, en réponse à la multiplication des séries, et on est en train de perdre une partie de ce qui fait l'art serial tel qu'on l'a connu.
Oui, voilà, parce que justement, tu disais dans ton thread sur X que justement, voilà, on perd le côté où on installe des séries un peu plus sur le long terme, sur des dizaines, vingtaines d'épisodes, plusieurs saisons, hein, 4, 5, voire plus, et surtout, on perd le côté où, là, tu citais le livre de Martin Winkler, Les miroirs de la vie, où en gros, on n'a plus vraiment ce miroir de la vie dans une série, parce que elle nous suit moins longtemps. Elle est plus vite partie et surtout plus vite oubliée. Hein, parce que y a des séries qui vont nous marquer, mais comme on en a vu énormément, et je pense que avec ce podcast-là, on peut très bien le dire, on en a vu beaucoup. Il y a des choses qu'on a vues il y a quelques années, je suis sûr, certains, on l'avait fait un peu le test, on regardait les séries qu'on avait citées dans le podcast, on dit ah oui c'est vrai, je me rappelais plus, alors que des séries qu'on a vues pendant 5, 10 saisons, forcément c'est ancré, parce on a créé une habitude, on a créé un lien avec les personnages, comme tu le disais Olivier tout à l'heure, avec aussi The Good Wife et The Good Fight. En fait, voilà, il y a des personnages qui sont importants, qu'on a les liens. On a avec Buffy la même chose, avec Bones la même chose. Ce n'est pas non plus pour dire que c'était mieux avant non plus, mais niveau format, il y avait un truc qui en fait faisait que de l'art sériel vraiment un art qui n'était pas comme tu l'as dit dans ton tweet, du fast-food en fait. Là on est sur du fast-food, il faut que ce soit vite vu, vite digéré, hein. C'est le binge a toujours existé mais a été propulsé avec les plateformes. C'est vrai que les mini-séries aident à ça. C'est aussi la problématique en fait d'avoir des scénaristes qui sont en précarité, parce que en fait le problème c'est que s'ils doivent multiplier les séries, eux ils ont pas non plus un temps extensible non plus, et écrire une série c'est long malgré tout. Ça demande beaucoup. Et du coup, le problème, c'est qu'ils sont obligés de les multiplier. Soit ils ont un boulot à côté, soit ils font beaucoup de séries. Et quand on fait beaucoup de séries, on peut pas se concentrer sur une seule série, faire ça correctement. Et en fait, on a tendance à reproduire des schémas tout faits, qui sont en plus demandés par les plateformes la plupart du temps. Mais et en fait, finalement, on se met à faire des recettes, et du coup... On va faire du Ryan Murphy. Et encore, je trouve que Ryan Murphy, il fait des choses assez... dans des thématiques différentes, et c'est pas lui que je blâmerais le plus, mais... C'est le coup facile avec les moi, il m'a toujours intéressé, et justement, je trouve qu'il est c'est un peu un ovni dans la place, mais parce que justement, je pense qu'il a une liberté que les autres scénaristes et les autres créateurs n'ont pas en fait. C'est justement ça la tristesse là-dedans. C'est que ça amène ça amène des personnes qui doivent se battre pour avoir le moins de petits scénarios, le moins de petits trucs à faire passer, et donc la liberté ils l'oublient complètement. Et puis ça amène aussi au fait qu'on le voit beaucoup depuis cette dernière saison, c'est la création de plus en plus de franchises en fait. Du coup, pour aussi faire des économies et prendre le moins de risques possible, t'as beaucoup de streamers et de chaînes qui veulent juste développer des franchises avec Yellowstone, Power, etc. Et donc du coup tu tournes toujours autour du même univers, et c'est vrai que ça aide pas à la créativité, mais en fait... Mais ça, il n'y a pas que les séries qui tombent dedans. Hein. Ouais, non, pour bien connaître le monde du jeu vidéo, c'est la même chose. On doit faire des licences pour que les gens reviennent, etc. Et la bulle qu'il y a eu pendant aussi certains moments, elle a bien éclaté, c'est douloureux. Là, on parle aussi en licenciement en milliers de personnes. Mais comme tu disais tout à l'heure, en fait, là, le problème, c'est que... en fait, avec le fait que les gens binge les séries et qu'il faut toujours rappeler de l'attention, il y a aussi le fait qu'avec l'arrivée de beaucoup de plateformes de streaming, en fait, le calcul de la valeur du téléspectateur, elle a changé. C'est qu'avant, on parlait en termes de nombre de téléspectateurs devant leur écran à un moment donné, et maintenant, c'est en termes de nouveaux abonnés qu'une série va amener. Et du coup, ça change tout. C'est qu'une série qui va durer sur 5-6 saisons, en fait, elle va pas t'amener plus d'abonnés. Tu vas rester sur les habituels, mais ça va pas être un produit d'appel. Donc forcément, c'est beaucoup plus rentable pour des Netflix et compagnie de faire que des petites séries qui vont amener un nouveau public à chaque fois, en fait. Parce que un public qui reste, en fait, ça leur apporte rien. Oui, mais c'est ça. Ça a cassé le côté des saisons aussi. C'est ça. Depuis un moment, les saisons, ça n'existe
n'existe plus vraiment, parce que les networks l'ont encore, parce qu'il y a ce côté un peu institutionnalisé, mais même dans les networks, maintenant, c'est tout au long de l'année, il y a des nouveautés, on remplit l'été, on remplit... là où il y avait un peu la période un peu plus creuse, où on finit par remplir ça à mort, parce qu'il faut autant remplir le network que le service de streaming lié au network. Et dans tout ça, il y a quand même aussi une question de budget, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on remplit tout le temps, sauf que bon, les budgets, on peut pas non plus faire, c'est pas tout illimité non plus, donc il y a quand même des budgets à respecter. Et c'est vrai qu'on peut pas mettre non plus. Avant, en fait, quand on faisait des séries, on se focalisait beaucoup sur l'écriture. Et en gros, le gros du budget, il passait dans l'écriture. Parce que c'était le plus important, parce qu'on savait qu'il y avait 22 épisodes à faire et que sur 22 épisodes, on pouvait pas. Il fallait quand même qu'on ait de la matière, quoi. Donc maintenant, c'est vrai que c'est des séries qui, en termes de forme et de réalisation, coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc le problème, c'est qu'à un moment donné, si on est passé sur l'esthétique, sur quelque chose de beaucoup plus cher, bah, le budget, lui, il n'a pas augmenté. Donc il va falloir rogner sur un poste. Et quel poste on rogne? Bah, on rogne sur celui qui était le plus important, qui était celui des scénaristes. Donc à partir de... Comme disait Guillaume, justement, c'est que les Writers Room, où ça en avait une dizaine de personnes, maintenant, je crois que c'est 3-4 personnes grand max. Alors ils ont négocié justement dans les derniers accords pour la grève, ils ont négocié pour avoir minimum 6 personnes dans une Writers Room. Ouais. Minimum. Ça faisait partie de leurs actes. Mais quand même, ils ont dû, voilà, au point ils ont dû se battre pour avoir un minimum de 6. Alors franchement, 6 avant, oui, c'était pas si courant que ça. C'était même beaucoup plus, en tout cas pour les networks. Après, on sait qu'il y a d'autres, ça a toujours existé des petits formats comme ça, ils écrivaient à très peu, mais globalement, oui, il y avait toujours des scénaristes qui tournaient dans les épisodes, quoi. En fait, c'est ça, c'est que tout est une question d'équilibre, en fait. C'est-à-dire que il y a une période où on avait que des séries network, et il y avait un trop gros décalage de qualité entre... je parle en termes d'esthétique, hein, pas en termes forcément de fond, mais en termes d'esthétique, il y avait un trop gros décalage entre la série télévision et le cinéma. Ensuite, il y a eu une sorte de réajustement avec notamment des HBO qui ont amené une espèce de qualité que n'avaient pas forcément les networks parce qu'ils n'avaient pas le temps, et en fait, du coup, j'ai l'impression que dans les fins des années 90, il y avait un espèce d'équilibre entre la série de prestige et la série de network qui J'aurais tendance à dire une uniformisation plutôt qu'une balance, parce que... Ah si, moi justement, je pense qu'il y avait la balance. C'est-à-dire qu'on savait ce qu'on allait voir. C'est-à-dire qu'on allait sur les séries network, on savait ce qu'on allait voir, on allait sur HBO, on savait ce qu'on allait voir. Ouais, et en fait, on avait, moi en tout cas en tant que spectateur, je pouvais passer de l'un à l'autre selon mes envies. J'avais le choix en fait. Et maintenant, en fait, le truc c'est que ça a basculé de l'autre côté, et en fait, on est tombé dans quelque chose d'inverse. Et en fait, c'est comme tout, c'est-à-dire que à partir du moment où tu n'as plus le choix dans ce que tu regardes, et bah ça crée forcément une frustration. C'est-à-dire que en fait, ce qu'il faudrait, c'est que effectivement, avoir des mini-séries, c'est pas très grave en soi, en fait. Moi, il y a des mini-séries que j'aime bien. Il y a des histoires qui ne nécessitent pas de s'étaler sur 11 saisons. Non. Mais le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus quasiment que ça, quoi. Et... C'est ça, appeler ça une mini-série, alors que la plupart du temps, toutes les séries font le même nombre d'épisodes. Je pense que là, le terme, il est plus si bon que ça. Bah, surtout quand tu vois des mini-séries qui, au final, sont renouvelées pour une saison 2. Bon... Pourquoi faire ? Oui, mais c'est pour ça qu'ils appellent ça mini-série. En fait, oui. Qu'ils enlèvent le mot mini-série, parce que c'est devenu le format assez classique. Hein. Les 8-10 épisodes, c'est devenu une norme, quasiment. Donc, dès que tu dépasses les 10 épisodes, ben là, tu dis, oula, c'est une série au long cours. Hein. Il y avait le côté aussi série événementielle, où là, non, t'avais 6 épisodes, 3 épisodes, et c'était une seule saison, et c'était terminé. Maintenant, les mini-séries, ça n'a plus vraiment
de sens dans le mot. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, Guillaume, aussi. C'est-à-dire que c'est ce que disait Elodie en fait, c'est-à-dire qu'on avait des mini-séries qui étaient censées être des mini-séries, donc une histoire bouclée en une saison, Big Little Lies par exemple. Et puis bon, ils se sont rendus compte que c'est dommage quand même parce que ça avait vachement bien marché. On va en faire une saison 2. Puis en fait, il y avait rien à raconter. Et attention qu'il y a une saison 3 qui arrive. Hein. Ouais. Mais là c'est des règles commerciales, c'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que de créer une nouvelle série, on va plutôt partir sur quelque chose qui a fonctionné. Les gens sont familiers de la série, c'est facile à marketer, on va y aller tranquillement comme ça. Et en fait, c'est ce que disait Olivier. Moi, ce qui m'insupporte entre guillemets avec notre époque, c'est pas la présence des mini-séries. L'année dernière, la meilleure chose que j'ai vue, c'était une mini-série. C'était Un meurtre au bout du monde. Voilà, c'était 7 épisodes, c'était fini, ça nécessitait pas plus, pas moins, c'était parfait, c'est grand. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que ça, quasiment. C'est comme tout, en fait. À partir du moment où on n'a pas de pluralité dans l'offre, on appauvrit un art, quoi qu'il arrive. À une période au cinéma, tout le monde se plaignait parce qu'il n'y avait que du Marvel. Le problème, c'était pas effectivement que les films Marvel en soi, c'était le problème, c'est qu'on voyait, tout était marketé là-dessus, et ça servait de base pour tout. Ils squattaient toutes les salles, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de vie pour autre chose. Pour les autres. Le problème, c'est ça, c'est que on s'est engouffré dans une logique de production et de consommation, parce que effectivement, il y a une part de responsabilité de la part des streamers, de la part des chaînes, qui essayent de répondre tant bien que mal à une évolution du marché qui a pris des atours un peu imprévisibles. Il y a aussi une responsabilité, entre guillemets, de la part des consommateurs qui ne veulent plus s'engager sur des séries longues. Tu annonces, même sur des gens, enfin, je vois des commentaires sur Twitter ou autre, je dis encore Twitter, moi, personnellement. J'essaie de dire X, mais j'ai du mal. Voilà. Et, tout le temps, j'essaie. Hashtag old. Voilà. Où ils vont entendre parler d'une série et ils vont se dire « Ah ouais, mais il y a 9 saisons, j'ai pas le temps ». Pourquoi littéralement tu n'as pas le temps? Tu n'as pas le temps de regarder une série de 9 saisons parce que tu privilégies d'en regarder 18 de 6 épisodes. Mais en fait, on est dans une espèce de course où on essaie de compenser. En fait, on veut rentrer un maximum de séries en un temps limité. Il faut qu'on en voit toujours plus. Si on regarde qu'une série, on a l'impression de passer à côté de tout. C'est vraiment le FOMO à son paroxysme. Et donc il y a cette forme de responsabilité aussi de la part de nous, spectateurs, de vouloir se dire « Oh bah là, je vais me faire une série courte parce que comme ça, je vais pouvoir en regarder 5. » Alors que si je vais reprendre Bones, ou ça peut être Buffy, ou cette saison, ou autre. Ah ouais, mais là, ça va me prendre trop de temps, je vais regarder que ça. Mais après, c'est pas grave, déjà d'une, de regarder que ça. De deux, on peut prendre son temps. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi Buffy à sa diffusion en direct. Ça a pris 7 ans de ma vie. C'était très bien, je regardais un épisode par semaine. J'avais une pause de 2 mois l'été. Je regardais autre chose. Les soirées, je faisais pas des soirées regardant que ça. Je regardais un épisode, puis je regardais d'autres séries. C'est cet rythme-là qu'on a perdu. Ouais. Ça rejoint justement un débat qu'on a déjà eu, où j'avais dit justement que j'en avais marre sur le côté où tout était servi directement et il n'y a plus le côté rendez-vous. On perd le côté rendez-vous et peut-être on va dire une nouvelle génération n'en veut plus. Ok, de toute façon voilà. Cette génération TikTok. Non mais bref, pourquoi pas. Après nous, on a une génération on a voulu des choses que l'autre génération ne voulait pas, ne voulait plus. Enfin bref, peu importe. Mais le côté rendez-vous, on est obligé maintenant de tout regarder très vite. Il y a toujours la peur du spoiler. Sur les réseaux sociaux, entre autres, ou parce que, globalement, quand tu vas vouloir en parler, et que tu as mis un peu trop de temps à la regarder, c'est les gens, ah bah oui, je suis déjà passé à autre chose, hein, c'est bon, et c'était là, tu te retrouves, tu perds en fait le côté... Kleenex, quoi. Enfin, vraiment. Oui, c'est ça, mais tu perds le côté communautaire que peut avoir n'importe quel art. On parle ici de séries, mais ça peut être la même chose avec n'importe quoi, avec la musique, avec les jeux vidéo, avec le cinéma. Mais bon, ici on parle de séries, et c'est vrai que la série avait ce côté au long cours, de pouvoir garder des personnes. Et c'est vrai que, comme tu disais, Guillaume, maintenant les streamers, et commercialement c'est tout à fait malheureusement compréhensible, ils veulent avoir toujours plus de nouveaux abonnés. Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Donc ils récupèrent des nouveaux abonnés, c'est-à-dire qu'ils récupèrent des abonnés à quelqu'un d'autre, potentiellement. Sauf que les garder sur la longueur, c'est peut-être parfois un meilleur calcul,
Parce que quelqu'un qui vient, un nouvel abonné qui vient pour une série, il va regarder la saison qu'il voulait voir, c'est-à-dire ça va durer une semaine, puis il va se barrer. Peut-être il va revenir plus tard, mais à chaque fois, il va revenir comme ça de façon sporadique. Il n'y a pas une rentrée d'abonnement et d'argent qui va être sur le long terme. Alors que si on te prend une série, comme certains streamers ont fait, au lieu de les mettre tous les épisodes d'un coup, c'est un épisode par semaine, bah, ton abonnement, bah, tu es obligé de prendre au moins 1 mois, 2 mois, et au final, le calcul niveau monétisation uniquement, malheureusement, bah, c'est un peu plus intéressant. Bah tu vois, c'est un peu la... pardon, je vais encore leur envoyer des fleurs. Mais Apple TV+, qui allait un peu à l'inverse de tous ses concurrents, en contenu originaux, ils ont préféré avoir un catalogue un peu plus restreint, de diffuser, alors à chaque fois c'est 3 épisodes d'un coup la première semaine et après un épisode par semaine. Effectivement, ils font aussi beaucoup de mini-séries, mais en même temps, ça fait pas très très longtemps qu'ils se sont lancés, donc forcément, il faut qu'ils appellent du monde aussi. Mais ils ont préféré faire plus réduit et faire pour le coup des séries plus qualitatives. Et là, ils sont plus proches. Ils sont plus proches de ce que HBO pouvait proposer dans l'idée. C'est-à-dire c'est qu'il y a une curation. Tu as effectivement HBO aussi, c'était des formats, enfin pas toujours, mais c'était souvent des trucs plus courts que dans les networks. La qualité était différente, le sujet était différent, etc. Mais tu avais une curation un peu plus genre on va prendre des trucs bien précis, que ça marche pas. Puis t'avais pas une série par semaine. Non, c'est ça. Non, et ici, puis ils ont un catalogue plus... assez large pour plaire à plein de publics différents, quoi. C'est pas du Netflix où en fait tu regardes une sitcom, tu regardes une deuxième et en fait t'as l'impression d'avoir vu 2 fois la même, quoi. D'ailleurs, j'ai pas pu terminer avant ici l'épisode, mais j'ai commencé le Sugar avec Colin Farrell dessus. On parlait justement encore du côté... Ben, c'est encore pas du procédural, mais c'est des trucs détectives très classe. Et puis, Colin Farrell, il a une gueule, quoi. Mais globalement... Pour moi, c'est Apple TV, je l'ai toujours dit. Là, on a le côté HBO que certains veulent atteindre et qui n'atteignent pas, en fait. Netflix, ils doivent tellement proposer de trucs maintenant parce qu'ils sont enfermés dans leur propre jeu qu'ils peuvent plus revenir en arrière et faire ça. Après, HBO, ils faisaient des saisons qui étaient relativement courtes, mais il y avait quand même des épisodes de grand max. Ouais, mais après, il y avait quand même beaucoup de saisons. Il y a certaines séries qui tapaient sur beaucoup de saisons quand même. Apple TV+, on n'est pas encore sur. Non, sur mais un nombre après, de en saisons fait, je pense que ça viendra plus tard, mais. HBO, mais bon, Ted Lasso est l'exemple contraire. C'est vrai. Par exemple. Mais Apple TV+, n'a pas vraiment le même modèle économique que ses concurrents, puisque Apple TV+, si leurs séries elles sont à perte, ils s'en foutent, puisque en fait, Apple TV+, c'est juste un autre produit d'Apple pour faire venir les gens chez Apple, mais c'est pas leur but. Leur but, c'est de faire vendre le matériel. Bah, c'est ça, qu'un Netflix, il a rien d'autre à proposer que ses séries. De moins en moins, encore une fois, je vois que Guillaume, tu fais oui, dans la tête. Apple maintenant privilégie la vente de services avant la vente d'appareils parce qu'ils se rendent compte que les personnes gardent leurs iPhones très longtemps. Oui, Mon Dieu, ces écolos, ils vont nous perdre. Non, mais c'est ça, et puis et tant mieux, mais c'est vrai que là, au départ, Apple Arcade, Apple Music, c'était une réponse à Spotify. Apple Arcade, c'était juste un produit d'Apple où tu dis, ben voilà, tu achètes ton truc, tu as droit à autant de temps gratuit. Apple TV aussi. Maintenant, tu as tout dedans qui est mélangé parce que globalement, comme moi, je l'ai acheté, Apple, c'est le Apple One et tu as le cloud, tu as Apple Music, Apple TV, Apple Arcade. Et je sais plus, il y avait encore un truc en plus. Je sais plus. Je crois. Mais en fait, voilà, t'avais tout en un pour... allez, on va dire à peine le prix de 2 mois chez Netflix. T'as tout ça pour ce truc-là. Eux, ils peuvent faire le prix qu'ils veulent, même si ça a peut-être un peu augmenté maintenant. Mais on parlait de HBO. Il y a moyen, à l'heure actuelle, de faire des choses dans ce genre-là, avec des séries plus courtes, etc. Il y a moyen de tout mélanger. Apple TV peut le montrer. Mais le problème, c'est que, encore une fois, je pense que c'est aussi des consommateurs. Et justement, qui dit consommateur dit les personnes qui sont en tête des chaînes. Dit ben oui, il faut faire plaisir aux consommateurs. Et pour leur faire plaisir, il faut leur donner de la confiture au cochon, quoi. Après, je pense qu'on représente quand même une minorité, nous. Hein. T'as beaucoup de gens qui regardent les séries en faisant leur vaisselle, quoi. Donc ils s'en foutent que ce soit bien ou pas, quoi. La seule petite éclaircie qu'on a eue récemment, c'est la série Suits qui a cartonné sur Netflix. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait une
pour le coup, une série de net, enfin, c'était du câble basique, parce que je crois que c'était USA C'était Network. USA, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une chaîne du câble basique, mais qui a duré 7 saisons, 8, 7, j'ai un doute. Voilà. Et ça a été la série en 2023 la plus regardée sur Netflix. Elle a dépassé The Office. Et maintenant, ils nous en font une franchise. Par exemple, The Office. Non, mais voilà, c'est ça le problème. The Office aussi a eu cet effet-là. Voilà, The Office, c'était la série la plus regardée sur Netflix. Mais comme quoi, finalement, les gens sont pas non plus si impressionnés par... Parce que The Office, il y a quand même un paquet... Il y a 9 saisons, je crois, un truc comme ça, non The Office... Attends, c'est quand même... Bon, donc, Suits, c'est 9 saisons. Quand c'est arrivé sur Netflix, c'est les gens qui connaissaient pas, qui ont regardé le truc, ils ont dû se dire, c'est quand même... C'est quand même assez impressionnant, quoi. Non, mais globalement, quand on regarde les scores, etc., c'est vrai, des séries en dehors de Stranger Things, etc., qui globalement a aussi pas mal de saisons finalement maintenant. The Office, Suits, on avait Friends aussi, qui trustait le haut, et à chaque fois c'est 9, 10 saisons, des saisons d'une vingtaine d'épisodes, format 25-52. Après, c'est vrai que la différence avec Suits, c'est que The Office et Friends, ça arrivait avec une réputation. Alors que Suits, ça vient un peu de, entre guillemets, de nulle part, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément... Il y a eu l'effet Meghan Markle, qui aide pas mal, forcément pour ceux qui sont fans de la royauté aux États-Unis, en Angleterre. Et il y a aussi une scène virale sur TikTok qui a propulsé la série où tout le monde s'est mis à la regarder. Me demandez pas quel trend, voilà, je ne maîtrise pas, mais en tout cas, a priori... Oui, bah voilà, c'est ça, c'est... Bon, ok. Donc, mais ça veut dire malgré tout que les gens, enfin, on peut imaginer plus les jeunes, parce que c'est vraiment le public Netflix, c'est que les jeunes ne sont pas si réfractaires que ça au... Mais je pense pas qu'ils soient hermétiques à ça, c'est juste que, clairement, je pense que en haut lieu de beaucoup de streamers et de chaînes, parce que c'est plus uniquement parce qu'ils sont tous un peu mélangés maintenant, ils sont persuadés que le public cible veut ça. Et ils se retrouvent maintenant ils veulent ça, et ça crée un trop-plein, et en fait, le problème, c'est que, enfin, je vais être un peu méchant, mais en gros, les Américains, ils sont en train de découvrir ce que nous, on vit en France depuis des années et des années et des années. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir que des financiers à la tête des décisions, et avec des gens qui sont persuadés qu'ils savent exactement ce que veut le public, et qui ont souvent 2 ou 3 ans de retard. Donc bon, moi j'ai toujours côtoyé des gens dans le milieu de la série française qui étaient omniscients et qui savaient exactement tout ce que le public voulait voir. Et sauf que bon, les pauvres, ils avaient toujours 2-3 ans de retard par rapport aux séries américaines à l'époque. Et voilà, j'ai l'impression que les Américains, ils sont touchés par ce fléau-là, en fait. Ça me rappelle l'épisode de Barry, vous vous souvenez, où je sais plus comment elle s'appelle, la copine de Barry, où en fait elle joue dans une série et en fait le network lui dit non mais en fait nous c'est une intelligence artificielle qui décide du sort des séries et vous avez été annulé au bout d'un quart d'heure de mise en ligne de la série. Comment c'est possible alors que tout le monde aime? Et ça va finir comme ça, je pense. Allez, soyons positifs. Pas cette saison-ci, mais dans la saison d'avant de Curb Your Enthusiasm, c'était un peu le même genre aussi. Ils étaient en train de créer une série sur Young Larry. En fait, le network a dit oui, non, mais ce qu'ils veulent, c'est cette personne-là, machin. Alors que lui, il était complètement contre. Et finalement, on voit ce que ça donne aussi, mais ouais, c'est un problème qu'ils connaissent bien, je pense. C'est-à-dire que là, je pense qu'on a atteint un stade où en fait, la plupart des décisionnaires au niveau des chaînes, ils prennent leurs décisions avec la peur. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on avait des certitudes. Enfin, les Américains surtout avaient des certitudes. Les networks faisaient du network. Le câble est arrivé, ça a foutu un peu les jetons au network, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était pas la même chose et qu'on pouvait très bien faire les deux en même temps. Après, les plateformes sont arrivées et eux, ils ont foutu un dawa pas possible. Parce qu'ils sont arrivés juste surtout Netflix d'ailleurs, un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et ils ont décidé de taper sur tout et n'importe quoi. Alors,
il peut y avoir du bien. C'est bien aussi d'avoir peut-être une attitude des fois un peu punk et de foutre en l'air le statu quo en disant bon tiens on va faire une révolution, on va voir ce que ça donne. Sauf qu'en fait Netflix il est à peu près comme un poulet dont on avait coupé la tête, c'est-à-dire qu'il courait partout mais de façon erratique. Et du coup à partir de là, effectivement on a vu des chaînes, des décisions d'une chaîne qui hésitaient à dire est-ce qu'il faut qu'on fasse du Netflix, est-ce qu'il faut qu'on fasse de la plateforme. CBS a dit on va faire CBS All Access. NBC a décidé qu'on allait faire Peacock, mais en final sans réfléchir à ce qu'on allait mettre dessus. C'est simple, c'est-à-dire qu'avant, on avait des chaînes qui avaient des identités. Aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'identité, la curation de base. Ça crée un effet, et je pense que tout le monde le connaît cet effet-là. Tu lances Netflix ou un autre, puis tu passes 3/4 d'heure à chercher ce que tu vas regarder. Parce que t'as trop. Et t'as aussi de temps en temps envie de... j'ai envie de regarder ça, plus ça, plus ça. Et finalement, 3/4 d'heure après, qu'est-ce que tu fais ? Bon, je vais éteindre, je vais me coucher. Non, mais c'est vrai qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a la perte d'identité. C'est-à-dire qu'à la limite, moi, finalement, dans tout cet afflux de plateformes, ce qui me dérange le plus, c'est que toutes ces plateformes, elles se ressemblent toutes et que elles vont s'échanger les programmes. À part leurs originaux, mais sinon les films ils vont passer de l'une à l'autre en fonction des droits, machin et tout. Et alors qu'en fait, si chacune me proposait quelque chose de très différent, je me dirais ah bah tiens oui ça me correspond plus, je vais m'abonner à celle-là. Tiens celle-là ça me correspond pas du tout, je vais pas y aller. Et alors que là je suis quasiment, je peux pas m'abonner à tout, j'ai pas les sous pour. Et du coup, en fait, j'ai des critères d'abonnement qui sont c'est au pif. irrationnels. C'est-à-dire que je fais au pif. Je me dis, je suis abonné là depuis longtemps. Ce mois-ci, ça va être lui, le mois d'après, ça sera lui. En France, on a la chance d'avoir MyCanal qui un espèce d'agrégateur de plusieurs plateformes. Donc l'avantage c'est que en fait moi j'ai pris ça et puis c'est en fonction de ce que MyCanal va me proposer comme plateforme. Mais ça, c'est pas mal encore. Mais ça c'est vrai qu'on a de la chance parce que pour le coup c'est pas dans tous les pays ou dans la plupart des pays il faut s'abonner à chacune. C'est quand même plus compliqué. Mais ouais, enfin je trouve qu'il y a c'est vraiment ça et en fait cette perte d'identité je pense que elle vient aussi des personnes qui sont à la tête de tout ça, c'est-à-dire que quand à Sérimania on a Zalbat Manglish qui nous a parlé de Netflix au début et qui nous a parlé de la directrice des fictions dont je me souviens un peu le nom, peut-être que qui en gros avait une relation très particulière avec alors Zalbat Manglish, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a fait The OA et qui a fait Murders at the End of the World récemment pour Disney+. Et en fait lui ce qu'il reprochait à Netflix c'était que c'est d'être passé outre cette personne-là, parce qu'en fait, en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait une personne qui était compétente à la tête de Netflix, qui a créé des séries qui étaient bonnes. Les premières séries Netflix, elles sont bonnes. Il y a encore des bonnes séries sur Netflix d'ailleurs, mais le problème, c'est qu'elles sont tellement noyées qu'on peut pas soit forcément les voir, soit quand on en parle, personne ne les regarde. Ouais. Mais par contre... Maintenant, est-ce que c'est vraiment une série Netflix ou c'est une série que Netflix a acheté mais qui a déjà été diffusée ailleurs? Déjà ça c'était déjà le cas à l'époque parce que il y avait quand même, que ce soit dans les films ou dans les séries, déjà dès le début de Netflix c'était pas très clair. Je pense à Roma notamment en film, qui n'était pas du tout un film Netflix, qui a été un film acheté par Netflix mais qui a été vendu sur la plateforme comme un original Netflix, mais ça n'empêche que en haut de tout ça il y avait une femme qui savait ce qu'elle voulait, qui avait des idées et qui avait une ligne éditoriale. Et c'est donc forcément une identité. Et je pense que, par exemple, moi, à Sérimania, on a vu plein de séries qui venaient du monde entier. Je trouve qu'il y avait des choses vraiment très qualitatives, et notamment qui venaient de Norvège. Moi, la Norvège, il se trouve que ça fait des années et des années que je regarde comment ils fonctionnent. Et ce qui marche dans leur système, et pourtant la Norvège, ils partent de loin parce que ils ont été concurrencés par les Suédois, qui sont arrivés avec leur polar noir, qui ont
c'était un raz-de-marée et plus personne regardait. Enfin, déjà, il y avait pas grand monde qui regardait des séries norvégiennes à l'époque, mais après, une fois que les Suédois sont arrivés, vraiment plus personne ne regardait des séries norvégiennes. Sauf qu'ils ont mis à leur tête de leur studio, enfin de leur chaîne ou de leur studio, des gens compétents, des gens qui avaient une vision et des gens qui ont recentré leurs propos et qui ont recentré leur choix sur certaines choses et qui ont eu une vision claire et nette des choses et et voilà quoi, qui ont créé des séries, qui ont vraiment créé des séries intelligentes et en fait petit à petit ils sont revenus dans le game et quand ils ont créé Scam, c'est pas qui a été un raz-de-marée mondial. C'est pas c'est pas du hasard en fait. C'est pas tout d'un coup pouf, ils ont eu parce que Scam rentre complètement dans ce qu'on raconte. C'est une série qui a beaucoup de saisons. C'est une série qui parle de son époque. C'est une série qui regarde son époque et qui a un format différent de ce qu'on nous on avait l'habitude de regarder, mais qui malgré tout est une vraie série. Mais c'est pas venu de nulle part en fait. C'est venu d'une politique très claire. C'est venu d'une enfin c'est venu de choix osés. C'est venu de choix éditoriaux qui font que depuis la série norvégienne s'exporte très bien, fait des très bonnes séries sur le long terme ou pas sur le long terme. En fait, ils n'ont pas de dogme non plus là-dessus. Et je trouve que ça montre que quand quand t'as un pilote dans l'avion, bah l'avion il fait un peu moins de haut et de bas quoi. Il roule un petit peu plus naturellement. Et quand la logique n'est pas guidée que par l'argent, même si de toute façon dans tous ces milieux-là forcément l'argent est un point central parce que c'est quand même faut quand même payer les gens qui travaillent, faut quand même payer tous les moyens. On peut pas faire sans, mais le problème c'est que quand on pense à la rentabilité plutôt qu'à la créativité, forcément on a ce genre de dérives et de dérives qui justement commencent de plus en plus à pour dernier point pour tuer même des genres en fait. Tu as cité notamment, moi ça m'a touché parce que c'est vrai, ça fait un moment que je le remarque, les sitcoms. Voilà, qu'on pense qu'on veut des sitcoms par rapport à leur qualité, ça vous fait rire, ça vous fait pas rire, peu importe. Le fait d'avoir perdu des sitcoms qui feront une vingtaine d'épisodes, on perd les épisodes filler, on perd le temps de présenter les personnages. Là, on doit tout faire en 10 épisodes. Donc en fait, on finit par avoir justement l'effet inverse de la sitcom, c'est-à-dire qu'on va avoir du rire forcé, parce qu'il faut se dépêcher à faire le plus de blagues possible en le moins de temps qu'avant, essayer de présenter les personnages le plus possible, donc on exagère les personnages encore plus qu'avant, et donc on se retrouve avec de plus en plus de sitcoms qui, selon moi, perdent en qualité parce qu'elles n'ont plus l'espace nécessaire pour se révéler. Et ça, c'est quand même très triste. Et en plus, l'histoire nous permet de dire qu'une sitcom, elle a besoin de temps pour trouver son rythme, pour trouver ses personnages. C'est vraiment un genre qui a énormément besoin d'ajustement, contrairement à d'autres formats policiers ou autres qui sont plus ou moins cadrés dès le début. Quand on prend des séries comme Mom, la première saison est pas drôle, un peu chiante. Et on se rend compte à partir de la deuxième, c'est grandiose. On peut faire la même chose avec Parks and Recreation. La première saison de Parks, c'est poussif, c'est laborieux, c'est pas drôle. La deuxième, ça y est, elle a trouvé son rythme, ses personnages. C'est un genre qui a besoin qui est un work in progress, mais qui a besoin justement de ces épisodes d'ajustement, trouver ses personnages. How I Met Your Mother, le personnage de Barney Stinson, au début de la série, c'est pas du tout celui dont on se souvient aujourd'hui. Non, mais par rapport à ça, tu dis How I Met Your Mother, mais il y a eu How I Met Your Father dernièrement, qui, comme je l'ai dit, au début, ça a mis quelques épisodes, puis en fait, une fois qu'on a eu ça en 2 saisons, ce qui aurait dû être en fait une seule saison, là je dis, ah ouais, ok, d'accord, là il y a vraiment un truc, etc. Puis finalement, ils se sont dit, ah ben, ça vous a plu ? Il n'y en a plus. Bah, c'est fini. Voilà, désolé, c'est même pas il y en a encore, il y en a plus, alors que c'est très con, parce qu'on a loupé, je trouve, quelque chose de très intéressant qui aurait pu aussi rallier du monde, tout ça, mais non, si ça prend pas tout de suite, ça
faut que ça dégage. Et la sitcom est un genre, effectivement, qui... toutes les grandes sitcoms le prouvent, hein, c'est des... Il faut le temps. Même Friends, que j'adore, Friends, les premiers épisodes, c'est drôle, mais c'est pas ce que ça a donné à partir de la fin de la saison 1, voire saison 2. The Office, on en parlait tout à l'heure, c'est pareil. Après, on parle bien de sitcom, le format sitcom, pas la comédie en général, parce que sinon on va me dire, oui, de la comédie, il y a des trucs anglais en 6 épisodes qui sont très drôles. Oui, c'est de la comédie. On n'essaie pas de te montrer des personnages ensemble qui essaient d'évoluer, dans lequel tu essaies justement d'emmener le téléspectateur et de les amener pendant des années. Comme tu disais, justement, on n'a plus le côté, le miroir de la vie qu'on pouvait avoir avant. Et c'est somme toute très triste. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'on finit par avoir des... Il n'y a pas que Netflix qui le fait, mais Netflix a montré avec des sitcoms de 10 épisodes. Alors, les 10 premiers épisodes de la première saison, c'est... Wow, c'est lourd, c'est exagéré. On trouve que les gens les exagèrent sur l'humour. C'est pas forcément très drôle. Les personnages, on n'y croit pas. Puis en fait, quand ils ont un peu de chance d'avoir une deuxième, voire une troisième saison, là, on commence à vraiment s'y attacher. The Ranch, par exemple, sur Netflix, est un excellent exemple de ça. Si vous regardez la première saison de The Ranch, les premiers épisodes, c'est dans quoi je suis tombé, on dirait un truc de Nickelodeon, pas de la bonne époque. Puis en fait, plus tu avances, tu finis toute la série et tu t'es pris une claque parce que ils t'ont prouvé qu'on pouvait avoir des personnages qui étaient profonds, qui avaient des choses à raconter, qui avaient des moments très drôles qui marchent bien, parce qu'ils ont pu aussi mettre, en plus de l'humour, le côté émotionnel dont j'ai toujours parlé, la sitcom fait ça très bien quand elle a le temps. C'est-à-dire qu'elle va te prendre à contre-pied, et pour pouvoir prendre à contre-pied, il faut avoir le temps et l'espace de le faire. Et dans tout ça, c'est un des genres qui en souffre le plus. Ouais, mais parce que aussi la sitcom, c'est très compliqué à écrire, quoi. Ça demande un investissement. La comédie, c'est le plus compliqué à écrire. Hein. C'est ça. Mais ça, comme tu dis, ça demande du temps et un investissement que beaucoup de chaînes et de streamers ne veulent plus avoir. Et même, pour plus large, en fait, même, tu vois, des comédies au sens plus large, je trouve que ça manque, en fait. On connaissait beaucoup CBS pour avoir quand même un bon carré de comédie. Et franchement, ces dernières années, ils n'ont plus grand-chose à proposer. Et moi, je milite toujours pour qu'ils fassent revenir Single Parent, qui était une de mes comédies préférées. Mais oui. On peut toujours la regarder sur Disney+, mais... je peux la regarder en boucle, mais ça ne fait pas pareil. Voilà. Non, mais c'est ça. Il y a certaines séries qui ont encore la chance d'avoir ce temps-là. CBS faisait partie... Enfin, CBS et ABC... aussi un peu, faisait partie des dernières à le faire, parce que NBC a lâché l'affaire totalement face à CBS et ABC enfin totalement non, mais par rapport à avant oui, ils se sont plus consacrés aux procéduraux et compagnie, et surtout NBC maintenant, vous voulez une comédie, ok, vous allez sur Peacock, c'est là où on a mis sur Peacock, parce que globalement ça marche pas sur le network. Pas parce qu'en fait c'est pas bien, c'est juste que en fait on sait pas faire, on sait plus faire. Oui, puis du coup ils ont plus de train de comédie, donc pour caser dans une case horaire, c'est compliqué de mettre une comédie entre deux drames, quoi. Enfin... Qu'on en pense ce qu'on veut, sur CBS, Young Sheldon, qui va se terminer en saison 7, est franchement encore une excellente sitcom. Ah si. Non, moi j'ai eu un peu de mal sur les saisons 5 et 6. Là, la 7 a l'air de revenir à peu près correctement. Ouais, mais il y a toujours, de toute façon, dans les sitcoms, il y a toujours des périodes un peu plus creuses. Mais c'est ça aussi. How I Met Your Mother, par exemple, pour moi, c'est de la saison 6 à 9, pour moi, c'est problématique. Quoi. Le problème, c'est ça aussi, et ça, on en revient aussi aux consommateurs, c'est-à-dire que aux spectateurs, mais parce que maintenant c'est des consommateurs, donc c'est. Mais en fait, le truc, c'est il faut aussi accepter que une saison, c'est des hauts et des bas. Mais en fait, c'est parce que, comme on a dit depuis le début que c'était un miroir de la vie, la vie, c'est pas, à part pour Bolloré, tout n'est pas. Nous, on a tous des hauts et des bas, quoi. Donc, et même lui, je suis sûr qu'il doit avoir des hauts et des bas. Et en fait, le truc, c'est que dans ces writers' room, il y a les scénaristes, ils arrivent, ils partent, ils font leur vie, et en fait, du coup, d'une saison à l'autre,
on pouvait avoir des inégalités. Donc on pouvait avoir une saison moins bien, une saison meilleure, mais ça faisait partie de la vie de la série en fait. Et c'est quelque chose qu'on n'accepte plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit 3 épisodes qui sont moins bien, bah on dit ah non c'est nul, et puis on passe à autre chose. Et en fait, moi je trouve que et c'est pour ça que moi, à chaque fois que je commence une série, j'essaie de continuer, même si potentiellement j'aime pas forcément la série, mais c'est je me dis toujours que peut-être que la saison d'après sera meilleure que la saison que je suis en train de regarder, quoi. Et ça m'a permis de voir des très belles choses. Moi, ma série préférée de tous les temps, c'est Six Feet Under. Et pourtant, la saison 3 est presque regardable. Elle est très compliquée à regarder. Mais pourtant, c'était un passage presque nécessaire pour que la saison 4 et la saison 5 soient des espèces de tsunami émotionnel, quoi. Donc, mais j'ai l'impression qu'on n'accepte plus ça, on n'accepte plus le droit à l'erreur, en fait. Ben oui, mais en fait, déjà, comme à la belle époque où tu avais eu le temps de t'attacher à des personnages, bah, quand tu te sens proche des personnages que tu as suivis pendant plusieurs saisons, bah, tu es plus à même de pardonner une saison un peu plus faible. Tu as envie de les retrouver, aussi, en fait. Donc, quand tu n'as pas eu le temps de vraiment t'attacher à eux, bon, tu jettes, quoi, en fait. Oui, et puis il y a aussi une question économique, c'est-à-dire que avant, t'avais pas 10 000 séries non plus qui étaient en stock. Quand tu commençais une série, bah, il fallait bien remplir ton antenne. Donc, de toute façon, même si c'était moins bien, bah, t'avais signé sur 2-3 saisons. Donc, bon, bah, tu continuais, tu changeais les personnes qui écrivaient. Mais bon, t'es quand même obligé de mettre un truc à l'antenne. Alors que maintenant, il y a tellement de séries. Enfin, je veux dire, Netflix, ils sortent combien? Ils sortent 3-4 séries par semaine. Bah, si c'est nul, bah, on s'en fout, on en fout une autre, et puis de toute façon, elle disparaîtra, quoi. Que les séries originales, parce que en termes d'ajout de contenu, oui, enfin, moi, j'arrive même plus à suivre, c'est-à-dire que et en fait, finalement, mais même moi, enfin, moi, j'arrive toujours à m'accrocher à ce truc de me dire bon bah j'ai commencé la série, je continue, mais c'est de moins en moins en fait. C'est parce que effectivement il y a beaucoup de choses qui arrivent et qu'à un moment donné je me dis bon bah il faut faire des choix. Faut faire des choix. Donc là c'est un peu moins bien, bah tant pis. Après c'est l'effet pervers, c'est pas très grave non plus, mais c'est symptomatique, c'est que on va avoir de plus en plus facile de se dire bah j'ai plus envie. Au départ on la mettait de côté. Alors qu'en fait, on se dit parfois jamais de côté, alors que finalement, on va jamais la re-regarder parce que globalement, on n'a pas le temps. Donc en fait, on finit par se dire, bah ça me va plus, ça me convient plus, j'abandonne et je la laisse tomber comme c'est comme ça. Et tout est comme ça. Je le remarque aussi. Je fais souvent le lien avec le jeu vidéo parce que c'est quelque chose qui nous prend beaucoup plus de temps que le film, etc. Mais maintenant, en fait, il y a tellement de jeux qui sortent. C'est par milliers que ça sort par mois. C'est une folie. Tu peux pas tout essayer, donc globalement tu vas essayer quelque chose, tu vas t'engager un peu dedans, puis au bout d'un moment tu te dis bah ouais, sauf que le jeu j'ai plus envie, tu laisses tomber. Sauf que le jeu tu le payes. Enfin après maintenant sauf enfin, pas pour il y a des abonnements aussi. Moi, mais franchement, sur ce mode-là, tu prends un jeu sur Steam, si t'as joué moins de 2 heures, tu te fais rembourser. Donc en fait, t'as testé, il te plaît pas, tu te fais rembourser, et puis voilà. Ah ouais, après, je connais pas tout, moi je suis un peu de la vieille époque. On achetait jeu par jeu. On achète ses cartouches. Moi j'achète encore des cartouches. Non, mais donc moi quand je fous 60 balles dans un jeu, je veux te dire, je l'écume, quoi. Donc. Ouais, mais justement, parce que ça, c'est encore un des rares aspects, c'est que si jamais tu mets vraiment l'argent là-dedans, tu vas finir par te forcer à. Alors que si derrière, tu vois que tu payes pas grand-chose, tu payes pour un service, et c'est le côté service qui fait ça, bah tu vas te dire, il y a un truc qui me va pas, c'est pas grave, j'abandonne, j'irai voir un truc à côté. Enfin, c'est pas grave, c'est dommage, mais humainement, tu finis par le faire, même si au début ça te fait mal, puis au bout d'un moment, tu te dis, je vois pas pourquoi je m'en voudrais, ma vie elle n'est pas non plus infinie, donc il va falloir que je passe à autre chose, quoi. C'est quand tu transposes aux séries, imagine si tu devais payer à l'épisode, on ferait peut-être pas les mêmes choix. Bah oui, mais clairement. Là, les mini-séries seraient vachement bien. C'est clair.
Non mais si tu pourrais voir les séries, bon, t'avais les chaînes à la télé, etc. Mais si tu devais effectivement acheter les DVD et les Blu-ray pour pouvoir les voir, ou acheter sur iTunes, etc. pour les voir, ouais, bah tu réfléchis à 2 fois, hein. y réfléchirais un peu plus, quoi. Ouais. Il y a aussi ce côté-là, c'est que, bah oui, comme tu disais, c'est des Kleenex, c'est-à-dire que on doit avoir de plus en plus de contenu parce que commercialement ça marche mieux. Mais tu finis par avoir trop de contenu, des choses qui vont tomber complètement dans le fond des catalogues, et tu vas les découvrir un peu après en disant, putain, merde, si je l'avais vu plus tôt, j'aurais pu en parler, ça aurait été vachement cool, ou j'aurais pu partager avec quelqu'un, et puis finalement tu te rends compte que personne ne l'a vu, parce qu'effectivement c'est tombé dans le fin fond du catalogue. C'est peut-être le côté nostalgique, mais le côté rendez-vous, le côté saison, etc., ça servait beaucoup plus la série et l'attachement que tu avais et l'engagement du consommateur, finalement, que maintenant. Parce que ça Maintenant, structure. c'est Ça ça. structurait en fait ton visionnage. C'est-à-dire qu'effectivement, tu avais rendez-vous chaque semaine, à telle heure, pour 1 ou 2 épisodes en fonction si tu regardais ça aux États-Unis ou en France, mais ça structurait vraiment ton visionnage. J'avais des semaines où je savais chaque jour ce que je Voilà. regardais. Moi, je suis complètement nostalgique de la télé network américaine des années 90, début 2000, parce que littéralement, tu avais ton programme. Tel jour, j'ai 3-4 séries. Le lendemain, j'ai 3-4 séries différentes. Enfin là, moi, je regardais 50 en simultané, mais parce qu'elles revenaient chaque semaine, et j'avais comme ça mon planning. C'est génial de regarder les séries comme ça. Et enfin, c'est même historiquement, à la base, c'est comme ça qu'on est censé regarder une série. Oui, parce que c'est le côté série, c'est le côté en série, justement, pas en paquet comme ça. Et c'est pour ça qu'on a l'effet aussi, tiens, on a l'impression que c'est un film découpé en plusieurs épisodes. Pourquoi aussi maintenant, je finis par regarder de moins en moins de séries, parce qu'en fait, ça me donne de moins en moins envie d'avoir le côté rendez-vous. Heureusement que je suis tout ça avec un truc genre TV Showtime, ou un bêta-série, etc. Sinon, au moment quand tu veux suivre tout ça, c'est impossible. Il y a ce côté rendez-vous, c'est pour ça que j'étais content quand Disney, Prime Apple TV. et donc Apple TV ont dit, voilà, bon, ils ne le font pas pour tous, mais pour la plupart des séries, c'est un épisode par semaine. Merci. Ça laisse le temps de le digérer, ça laisse le temps de l'apprécier, ça laisse le temps de regarder, d'avoir ce côté sériel, et ça, je pense que, tristement, je suis peut-être très défaitiste, mais je pense qu'on l'a perdu pour toujours. Non, moi, justement, je voulais un peu ouvrir là-dessus, c'est que je pense que les choses sont faites aussi sont très cycliques. Et par exemple, ce qu'on est en train de voir au cinéma en ce moment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec l'invasion Marvel et tous les super-héros, Disney, non il y a un moment donné où j'étais un peu négatif, où je me disais, bon, bah ça y est, on est rentré dans une ère et on ne pourra pas faire marche arrière. Sauf que il y a une tendance qui est en train de naître petit à petit, qui fait qu'il y a certaines personnes, on ne s'attendait pas, qui reviennent au cinéma et qui vont voir des films dont on ne s'attend pas, qui vont voir les films dont on ne s'attend pas forcément. Donc et en fait, alors c'est petit à petit, ça va se faire petit à petit, mais il y a une tendance qui fait que les gros blockbusters sont en train de se péter la gueule, et que à part les gros blockbusters, on va dire qualitatifs, après on les aime ou on les aime pas, mais qui mettent un peu plus de temps de production et un petit peu plus de qualité dans ce qu'ils font. Mais ça n'empêche que on s'aperçoit que ça n'empêche que on voit que les gens en ont marre de ce qu'a proposé le cinéma ces derniers temps, et qui se tournent vers quelque chose de nouveau, qui ressemble un petit peu plus au cinéma ancien. Donc moi je pense que tout ça c'est des choses cycliques, et que de toute façon dans cette guerre de plateforme il y a un moment donné où
va y avoir enfin, c'est pas possible que ça reste comme ça. Va y avoir une baisse de production, va y avoir des De toute façon, plateformes l'épuration, elle a déjà commencé, hein, puisque c'est ça. avec le rachat de plein de plateformes, Warner et compagnie, ils ont déjà fait un grand ménage du catalogue. Bon, après, à la place, on nous faut de la télé-réalité. Mais bon, bah, ça coûte pas cher à produire, c'est sûr. Mais il y a aussi un autre point qui peut montrer que ça est déjà en train de changer. C'est qu'il y a des services qui te font payer un abonnement et qui en plus te mettent de la pub parce qu'en fait, globalement, ils n'arrivent plus à rentrer dans leurs frais parce que justement, ils perdent du nombre de personnes parce que tout est éclaté. Encore une fois, tout est morcelé. Le panel est morcelé parce que, et comme tu disais, Olivier, il n'y a pas un seul qui va se défendre sur moi j'ai ça, il n'y a que chez moi qu'on le trouve. Non, c'est plutôt moi j'ai beaucoup de trucs. Venez chez moi. Il y a que Disney qui peut encore, parce que Apple ne le fait pas, il y a que Disney qui peut encore vendre un truc. Il y a que chez nous que vous trouvez, justement, pour ceux qui aiment ça, les Star Wars, les Marvel et nos séries. Mais Netflix, vous venez sur Netflix, pourquoi? Puis là, t'as Max qui arrive en France et qui a franchement aucun argument de vente à part on a commandé une série française, une série espagnole et une série allemande. Venez chez nous. Ouais. C'est une blague. En fait, moi, c'est ça qui me déprime, qui me déprime un peu. C'est-à-dire que j'ai l'impression que malgré tout, que les gens vont arriver à saturation et vont revenir à des choses plus. Alors, c'est sûr qu'on reviendra pas à des saisons de 22 épisodes, mais je pense qu'à un moment donné, on va avoir besoin de retrouver ce lien qu'on avait avec les séries. Après, le problème, c'est effectivement quand je vois des boîtes comme HBO qui étaient quand même les derniers à faire des séries correctes, plongées depuis leur rachat par Warner. Là, par contre, ça fait flipper parce que je me dis que tout ça est dirigé par des gens qui sont quand même totalement incompétents, quoi. Donc, bon, il va falloir déjà épurer au niveau de la direction et puis peut-être que. Mais ça, c'est vrai que c'est comme disait Guillaume tout à l'heure, hein, c'est les consommateurs qui vont l'obliger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'aime pas Netflix, faut se désabonner, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est toujours le consommateur qui va finalement. C'est le seul qui a le pouvoir de dire on veut autre chose, sauf que comme le consommateur est globalement passif, oui, mais moi, encore une fois, moi, c'est ce que je pensais avec les Marvel. Oui, peut-être qu'on. Et finalement, à un moment donné, ils se sont tellement foutus de leur gueule que, alors, c'était quand même du gros foutage de gueule, quoi. Et à un moment donné, ils sont allés à un bulldozer du foutage de gueule. Donc forcément, là, ça se voyait un peu trop. Je pense que Netflix, on n'est pas encore arrivé il y a encore plein de gens qui sont satisfaits de Netflix. Donc, mais malgré tout, je pense que il y a un moment donné où ça va réduire. Ne serait-ce que économiquement. De toute façon, ils peuvent pas croître indéfiniment. Donc, non, ça c'est clair. C'est clair, on peut pas croître indéfiniment. Guillaume, justement, pour ta vision de l'avenir, est-ce que c'est aussi catastrophé que nous Alarmé, oui. Défaitiste, pas totalement. Parce qu'effectivement, tout est cyclique. On le voit bien. Moi, j'ai envie mon attitude globale, c'est de se réfugier dans la nostalgie en ce moment. Donc, c'est-à-dire que je me sens de plus en plus déconnecté avec tout ce qui est nouveauté. Et j'ai plus envie d'aller chercher soit voir des classiques que j'ai pas vus, parce qu'il y en a plein, ou de revoir des séries que j'adore, qui sont plus vieilles et qui correspondent plus à ma vision de la série, en fait. Mais c'est vrai que pour le moment, là, je commence à avoir une forme de saturation de l'actualité, où en fait, je me sens pas du tout en phase avec ce qui se passe. C'est assez dramatique à ce niveau-là. Mais après, non, je vais pas être défaitiste, parce qu'effectivement, je pense que ça peut encore changer. Ça peut bouger dans plein de directions. La chose la plus inquiétante quelque part, c'est vraiment l'incertitude sur le ton global que possède l'industrie aujourd'hui. C'est plus ça qui est inquiétant, parce qu'on voit pas où ils veulent en venir. On voit bien qu'ils vont tous dans le mur économiquement, parce que
entre la politique j'ai dépensé sans compter, bah, c'est pas viable. Hein. Moi, j'ai essayé, hein, personnellement. Au final, je suis pauvre. donc ça marche pas trop. Ouais, je me suis dit, ouais, ça marchait dans Jurassic Park, pourquoi pas moi. Et donc, c'est plus ce côté-là où, quand ça va exploser, parce que c'est en train de commencer à s'effriter dangereusement, quand ça va exploser, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est ce qui me fait peur, parce que quand tu vas à l'article, justement, qui parle de tout ça, c'est que c'est en train d'exploser, et qui c'est qui est en train de payer les pots cassés? C'est les créateurs. C'est ça. C'est pas les personnes en tête des chaînes. Eux, ils sont interchangeables. Oui, et puis quand ils partent, en général, ils ont un bon petit parachute doré. Ouais. Oui, et puis ils partent pour aller où? Pour aller dans un autre truc, pour faire la même chose. Au-delà de ça, c'est même pas forcément les créateurs purs, c'est vraiment les gens qui font vivre les séries au quotidien. C'est-à-dire que c'est les auteurs dont on parle pas. C'est juste les auteurs qui sont... C'est pas les grands noms qui sont en danger. Shonda Rhimes, Ryan et mais là, compagnie. on est passé sur des créateurs qui sont producteurs. Voilà. C'est un autre niveau. Là où ça touche, c'est les gens dont on ne connaît pas forcément les noms, ceux qui apparaissent juste au générique en étant écrits par, mais qui n'est pas créé par. C'est souvent des noms différents. Et c'est ces personnes-là qui morflent en premier, parce que forcément, c'est toujours en bas de l'échelle que c'est le dernier cordé, quoi. Il parlait carrément de showrunner qui étaient touchés. Oui, maintenant il y en a certains. Après je m'inquiète un tout petit peu moins pour eux que pour ceux donc, qui sont pas un nom et qui vont qui vont même quitter le job complètement. Et c'est une série, c'est comme une entreprise. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu peur. Une série, c'est comme une montgolfière. Alors je ne saurais pas rebondir là-dessus, mais non, parce que je pense qu'il y en a qui peuvent écouter ça en se disant mais ouais, enfin moi j'en ai rien à foutre que machin il est pas. Sauf que en fait c'est comme dans une entreprise, c'est-à-dire que si t'es à la tête d'une entreprise, donc on va dire que t'es le spectateur, et si tes employés ils sont ils sont pas bien dans leur entreprise, bah ils font du mauvais travail. Et donc nous c'est la même chose, c'est-à-dire que si nous en face on a des gens qui sont pas bien dans leur vie, qui sont pas bien rémunérés, qui sont pas bien en dehors de notre conscience personnelle, moi déjà ça me fait chier, mais en plus je sais très bien que c'est des gens qui vont pas avoir la tête à leur travail, qui vont pas faire du travail correct, qui vont pas et en fait il faut pas se dire que on est déconnecté de ces gens-là en fait. C'est-à-dire que nous ce qu'on regarde, il est lié à à comment eux ils vivent en fait. Donc c'est quand même c'est un débat qui peut paraître interne et qui en fait nous concerne nous en tant que consommateurs. C'est ça peut paraître interne, mais c'est surtout que pour certains téléspectateurs, des personnes qui vont regarder des séries, nous on se pose la question, on s'inquiète parce qu'on s'intéresse à ce qui se passe derrière, etc. Alors que, je sais plus qui l'a dit ici, mais ça a déjà été dit, globalement il y a des personnes qui vont se dire bah c'est pas grave, si lui il fait plus de séries, il y aura quelqu'un d'autre qui va en faire une autre, et il y aura toujours des séries. Il y en a qui voient ça de façon comme ça, c'est si quelqu'un qui arrête de faire des séries, il y aura toujours quelqu'un pour en faire derrière. Oui, mais malheureusement, ils sont peut-être moins bons. Mais c'est ça, le problème, c'est que derrière, c'est ça qu'il faut bien faire attention là-dessus, c'est que si le job est précaire, encore plus que ce qui ça peut l'être déjà de base et depuis des années, et que tu sens que tu dois te battre pour faire un truc, bah tu vas faire en fait un peu tout ce qu'on va te demander, tu vas faire de la commande, tu vas faire des trucs qui auront une qualité beaucoup moindre, et bah, c'est comme ça aussi au cinéma ou partout. Si tu fais de la commande parce que tu as juste besoin de te nourrir, ou si tu fais quelque chose parce que tu as envie de créer, bah, la qualité, ce que tu en sors n'est pas du tout la même. Et c'est ça qui risque de payer là-dessus, c'est que des gens vont partir du milieu, vont faire autre chose, et puis d'autres vont rester là et vont se retrouver à créer des choses qui seront pas ce qu'ils veulent, et n'auront pas le bon mindset pour créer des choses correctes, et des sitcoms. Comment ça j'insiste? Non, on en veut. Mais j'en veux, attends, au bout d'un moment, merde. Voilà, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter encore à tout ceci. Je pense qu'on a fait pour conclure, je pense qu'on va avoir une petite période de disette.
que les choses se posent, on va avoir une période de télé-réalité et de séries un peu Mais nulles. c'est ça le souci. Mais c'est pas grave, ça laisse plein de temps pour rattraper les trucs qu'on a en retard. Elodie, elle est là en train de se dire, non mais stop, arrêtez, on s'en fout. Mettez-moi de la télé-réalité, là j'ai 4 ans de retard sur les séries, donc Oui, mais le problème, c'est qu'ils vont finir. moi j'en ai bien Ils vont 4. juste finir à ne faire que de la télé-réalité et des jeux. Non, des mais jeux à la con. ce que je veux dire, c'est qu'il va y Des avoir jeux une comme en période Allemagne comme ça. où Mais ça va pas durer. À un moment donné, on va retrouver un truc un peu plus stable une fois que tout le monde aura repris un peu le chemin forcé de la vie. Mais Ouais, et ça laisse puis- l'occasion aussi de découvrir des séries internationales. Parce que, en fait, Exactement. ce problème, ça concerne surtout les États-Unis. Et Exactement. bon, on a beaucoup craché sur Netflix et à raison. Mais ils ont un avantage, c'est que c'est un peu les seuls. Bon, c'est pas les seuls, mais c'est quand même la plus grosse plateforme en France qui propose du contenu international et notamment de pays dont on a très peu accès en Europe. Donc, c'est l'occasion de voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Moi, je crois effectivement que peut-être qu'il va falloir se détourner de ce qui se fait aux États-Unis et puis aller voir ce qui se passe ailleurs. Les Coréens, ils font encore des séries au long cours. Il y a énormément de séries coréennes qu'on n'a pas pu voir, qu'on n'a jamais vues, qui sont arrivées sur Netflix. Alors pour le coup, ils ont je sais pas combien d'épisodes par saison, c'est un truc de 35. Ça, c'est des formats Et très il y a- spéciaux. Ouais, puis c'est des épisodes d'1 heure, 1h10. Ouais, c'est ça. Enfin, Ouais, mais alors là, non. non mais Merde. Je te Ce que je veux rappelle dire, que j'ai c'est- regardé une série de Là- il y a, là, il y a au moins. 30 épisodes d'une heure sur du badminton et j'ai adoré. Mais oui, mais en fait, en vrai, c'est parce que tu t'attaches au personnage et tout. Donc, C'est ça. en fait, je pense que ce que les Américains vont abandonner pour raisons économiques, en fait, on va pouvoir peut-être essayer de le retrouver chez d'autres. Et quand ça marchera chez les autres, bah, les Américains ils diront ah bah tiens, nous on va refaire la même chose. Et puis voilà quoi. Oui, et puis voilà. Comme ça, on pourra finalement continuer à regarder la série 1670 là, sur Netflix, qui vient de Pologne, et qui est très très bien. J'ai pas encore eu le temps d'en parler. Mais à l'inverse Mais- aussi, en France, on a très longtemps été la nation des séries un peu nulles, avec de rares exceptions. Et je pense que ces dernières années, on a quand même relevé le niveau. Et avec des temps de production qui se sont quand même accélérés, on n'a plus besoin C'est d'attendre devenu 4 un ans. peu moins nul. Bah, franchement, alors, vous savez très bien que je suis vraiment pas le bon public pour les séries françaises. Mais une fois de temps en temps, je retourne chez mes parents qui regardent beaucoup la télé française. Et franchement, d'habitude, c'est une torture de regarder ce qu'ils regardent. Les dernières fois où j'y suis allée, en vrai, je suis tombée sur des trucs assez sympathiques. Aussi des Donne grosses des daubes, noms. hein, parce que je Après, me tape de donne Manouza des noms. tous les soirs, mais... Après, c'est des trucs que moi je regarde pas, mais par exemple, moi je trouve qu'en France, alors, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais je trouve que le fait d'avoir autant de quotidiennes est malgré tout quelque chose de très bénéfique parce que c'est toutes ces quotidiennes là, parce qu'à l'époque il y avait que Plus belle la vie, mais maintenant il y en a sur toutes les chaînes, voire certaines chaînes en ont plusieurs. Tout ça, ça permet aussi à des scénaristes de faire leurs armes, de trouver du travail. Et c'est ces gens-là qu'on retrouve après sur les grosses séries premium. Et en plus, c'est des séries qui, malgré tout, sont aimées par le public parce que les gens s'identifient à ces gens-là. Les gens, ça fait presque partie de la famille. Et moi, ça m'étonne pas que des gens aient été aussi contents que Plus belle la vie revienne. Parce que c'était tout d'un coup on avait arrêté, c'est comme s'ils avaient perdu de vue quelqu'un de leur famille quoi. Et c'est pour beaucoup de ménages français, c'était aussi l'occasion de sentir un petit peu le pouls de la société française. Et ça, je pense que c'est très important socialement quoi, parce qu'on n'en parle pas, non plus, mais je trouve que dans ce qu'on a perdu de beaucoup de choses, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail des Kings, c'est que je trouve que dans tout ce flot de séries, je trouve qu'on a perdu une vision sociale de la série. Justement, les Kings, eux, c'est leur truc, c'est-à-dire qu'ils parlent de la société constamment, quoi, sous plein de formes différentes, mais ils parlent de la société. Et ces quotidiennes françaises qu'on peut critiquer, qu'on peut trouver ça ringard et compagnie, et moi je les regarde pas, elles sont très bénéfiques pour ça,
c'est que elles accompagnent certaines personnes dans leur appréhension de ce qu'est la France d'aujourd'hui, quoi. Mais ça, c'est très juste parce que ce qu'on a, et c'est pile poil en plus le sujet, je pense, de ce soir, c'est que ce rapport que les séries américaines avaient avec l'actualité, c'est qu'elles étaient produites en flux. C'est-à-dire que les séries de network, c'est du flux. C'est-à-dire que quand la série commence à être diffusée aux États-Unis, ils ont 4-5 épisodes d'avance, pas plus. La série est écrite au fur et à mesure. Quand il se passe quelque chose d'important dans la société, ils arrivent à en reparler 3 mois après, voire 2 mois après pour certaines, parce que justement, ils sont en rapport direct avec l'actualité. Les salles d'écriture des quotidiennes, c'était exactement la même chose. Ils n'ont pas énormément d'avance sur nous. Quand un fait important se passe dans notre pays, un attentat ou quelque chose de peut-être un peu plus positif, ils peuvent en parler très rapidement parce que justement, ils produisent en flux. Aujourd'hui, avec les mini-séries, étant donné qu'on est sur des productions bouclées où ça se tourne, enfin ça s'écrit, ça se tourne comme un film, en un bloc, bah, on a perdu ce rapport au temps qu'on avait à l'actualité. On l'a plus du tout. Bah, surtout, ouais, maintenant, il faut 5-6 ans pour faire une série. Donc, c'est-à-dire que le sujet qu'on a commencé à écrire 5-6 ans auparavant, ça se trouve, en fait, il est totalement has-been quand on arrive c'est... Donc, il y a une vertu malgré tout à ces séries low profile, on va dire, quoi. Bien sûr. Donc retenons là-dedans qu'il faut regarder des soaps. On n'irait peut-être pas jusque-là, là c'est un peu extrémiste. Mais... Bah, si on aime ça, moi, j'ai jamais Oui, empêché personne de regarder quoi que ce soit. C'est, Mais il y a moi, trop d'épisodes, attends. Ah oui, c'est sûr que là, il y a beaucoup d'épisodes. Faut pas commencer au début, quoi. C'est compliqué. Sûrement moins d'épisodes que Monsieur Syrian Friends. C'est vrai. C'est malheureusement vrai maintenant. C'est d'ailleurs pour ça que j'annonce que dès aujourd'hui, on arrête. Merci, bonsoir. Ah merde, on a Merci, annulé. bonsoir. Ça y est, on a annulé, quoi. Oh, Ah merde. oui, j'annule. On n'a plus de budget. Parce qu'on en a déjà eu. Rapport à... Avant On a eu... Bon, voilà. On n'était pas au courant. Jadis. Il a tout Moi aussi, gardé. vous étiez au courant. Ça a payé des trucs, merde. C'est vrai. Bon, ben voilà. On termine là-dessus sur ces paroles, oui, un peu pessimistes, un peu nostalgiques, très nostalgiques plutôt, d'une autre époque. Et c'est vrai que je pense on n'en finira plus de se refermer sur certaines séries un peu doudou, ou sur certains formats qui existent encore, avec quelques procédurales par-ci par-là, et se dirait espérer que derrière. Ah, ça revient, ça va revenir. Voilà. Je suis persuadé. Ouais. Ou en tout cas, trouver un nouvel équilibre, parce que de toute façon, on ne pourra pas payer tous les abonnements à toutes les plateformes. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut C'est pas ça. oublier. Déjà, Et que- bientôt, on pourra et que- même pas payer un abonnement à une plateforme, donc. Voilà, donc on va devoir se retrouver à faire comme avant, C'est et ça. aller sur les torrents, et puis c'est tout. Et là, tu les choisiras bien, tes épisodes, parce qu'il faut tous les télécharger. Et j'ai pas la fibre. Ah, ouais. Bon, ça aussi, c'est pas de notre faute. Bon, voilà, je pense que on va terminer sur ça. Pas de mot de la fin. Je ne mettrai pas le Bon Jovi cette fois-ci. C'est un épisode un peu spécial. Voilà. Hein? Quoi? Allez, bon, oui, quand allez, même. si. Attends, on a un Si. invité, faut En lui tout faire cas, honneur, quand n'hésitez pas à nous faire parvenir, si vous avez écouté jusque-là, nous faire parvenir aussi vos avis, vos inquiétudes, vos techniques pour ne pas sombrer dans la tristitude infinie. Bon, allez, un mot de la fin quand même. Elodie, ça fait longtemps que t'as pas été là, donc un petit mot de la fin. Tonneau. Ah bah, ouais, j'aurais dû pas te demander. Oh, vas-y, en plus, ça juge mon mot. Oui. C'était Guillaume. rapport à Zoro. Ah, nostalgie. Oui. Olivier. Pinard. Là, c'est le tonneau. Ah non, j'avais Pinard avant qu'elle dise le tonneau. C'est juste une coïncidence. C'est juste un podcast de gros alcooliques. Ok. Bon, C'est juste parce que c'est ce que j'ai bu ce soir. Donc, voilà. Un tonneau Du Pinard. Mais alors si c'est comme ça, moi je vais dire bière. Voilà.
Donc oui, merci à vous trois de m'avoir accompagné. On vous souhaite de bonnes séries, parce qu'il y a quand même moyen d'en trouver. Une bonne semaine et puis surtout. Bon Jovi! I fall in love.